Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Depuis 1962, la Sodomy, Société pour le développement minier de Côte d'Ivoire, a développé une solide expertise en matière de recherche et ingénierie minière. Ses missions, exécuter les programmes de recherche géologique et minérale, participer à la mise en valeur des découvertes et à l'exploitation des gisements. Pour plus d'infos, www.sodomy.ci, email, info@sodomy.ci, téléphone, 27 22 22 01 00, 27 22 22 01 24. Sodomy, 60 ans d'engagement au service du développement minier de la Côte d'Ivoire. 20h05 en Côte d'Ivoire et c'est l'heure de NCI 360. Bonsoir à tous et bienvenue. Lors de son discours sur l'état de la nation en avril, le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé une modification de la constitution ivoirienne. Le mardi 18 juillet, les députés ont pris en considération le projet de révision constitutionnelle. Il porte sur 4 points, notamment le pouvoir de chaque chambre du Parlement, l'instauration de 2 sessions du Parlement, le droit d'amendement du président de la République. L'opposition qui dénonce un vice de procédure et une immixtion du président de la République dans le processus législatif a voté contre. L'adoption définitive du texte est prévue le 25 juillet et nous ouvrons le débat ce soir en première partie d'émission. Autre sujet, les élections locales du 2 septembre prochain. C'est d'ailleurs aujourd'hui la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Ces élections enregistrent plusieurs alliances, PDCI, PPACI, RHDP, FPI. Mais ces alliances peinent à se concrétiser dans certaines zones, sans oublier la défiance de certains cadres de partis, du PDCI et du RHDP notamment, malgré les mises en garde contre les candidatures indépendantes. Pour aborder ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir pour vous et chez vous, Maître Abdoulaye Den Meïté, député de Kani, cadre RHDP, président de la Commission des affaires institutionnelles de la Chambre basse du Parlement. Bonsoir, Maître. Bonsoir, des affaires générales et institutionnelles. Des affaires générales et institutionnelles. Élu à Kani, mais député de la Nation. D'accord, merci pour la précision. Juste à côté de vous, nous avons Guillaume Bateau, désormais directeur général de Refondation, c'est bien cela? C'est ça. Toujours directeur des rédactions de Notre Voix. Oui. Félicitations. Merci beaucoup. Et merci d'être avec nous. C'est un plaisir renouvelé. André Silver Conon, journaliste, fondateur de Ivoire Hebdo. Bonsoir André Silver Conon. Et merci d'être là également. Tchédé Jean Gervais, vice-président du PPACI, membre du groupe parlementaire PPACI, est avec nous. Bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir. Merci d'être là. Geoffroy Julien Kwao, politologue, essayiste, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Il y a certainement un invité qui va nous rejoindre, qui va nous prendre en cours, Kwasi Kwaku Jeune, député de Pakobo Tabo et membre du bureau politique du PDCI RDA. Avant d'ouvrir le débat de ce soir, je vous propose ce reportage de la rédaction de NCI. L'instauration de 2 sessions ordinaires vise, dans un souci d'efficacité, à permettre davantage de célérité dans l'examen et l'adoption des projets de loi soumis au Parlement par le gouvernement, en faisant coïncider la période du travail parlementaire et celle du travail gouvernemental. Telle était la proposition du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, au congrès réuni le 25 avril dernier au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Cette même salle a accueilli les députés et les sénateurs pour cette fois-ci prendre en considération cette proposition. À l'entame des travaux, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, président du congrès qui avait à ses côtés Jano Aoussou Kouadio, le président du Sénat, plante le décor. Nous sommes réunis ce jour pour la prise en considération du projet de loi de révision de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016, portant constitution de la République de Côte d'Ivoire telle que modifiée par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020, qui a été déposée sur les bureaux des 2 chambres du Parlement par le président de la République. Au terme de la séance, les 318 parlementaires présents à cette réunion, sur 352 siégeants, ont voté à l'unanimité pour la prise en considération de ce projet de loi de révision de la Constitution. Mesdames et messieurs les parlementaires, le projet de loi de révision
de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire, telle que modifiée par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020 est prise en considération à l'unanimité. Selon le calendrier, le mardi 25 juillet sera consacré à l'adoption du texte définitif en congrès. L'adoption définitive est donc prévue le mardi 25 juillet. On va commencer avec vous, Maître Abdoulaye Ben Meïté, pour nous expliquer le contexte de ce projet de révision constitutionnelle. De quoi s'agit-il exactement? Alors, je vous remercie et je salue en même temps tous ceux qui nous suivent, tous les Ivoiriens qui accordent du prix, n'est-ce pas, au fonctionnement de notre État, de notre nation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours d'une rencontre avec le Congrès, le président de la République avait émis le vœu de voir réviser certaines dispositions de la Constitution. Okay. Vous savez que les constitutions sont matière vivante. Elles naissent, vivent, subissent des déformations de la vie politique et peuvent faire donc l'objet de révision. Donc c'est une dynamique. Le président de la République a répertorié effectivement un certain nombre de points, de dispositions qu'il a souhaité voir révisées. C'est alors effectivement qu'il a déposé sur la table des deux chambres le projet de révision constitutionnelle et lequel projet a été pris en considération effectivement par l'ensemble et à l'unanimité des membres du Parlement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Congrès, c'est la réunion des membres des deux chambres. Le Congrès est une instance. Il y a donc l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. Mais le Parlement réuni à Congrès est une autre instance. Donc le Congrès, effectivement, a pris en considération le projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prise en considération est un examen d'opportunité. D'accord. En d'autres termes, les députés ont été interrogés, à savoir si les points qui ont été listés par le président de la République relativement à la révision projetée méritaient d'être pris en considération. Et je pense qu'à l'unanimité, l'ensemble des membres du Congrès, l'ensemble des membres du Parlement réunis en Congrès a pris effectivement cela en considération. Et je pense que c'est à saluer. Pour aller plus en profondeur, qu'est-ce qui va changer si le test est adopté le mardi? Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, précisément, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des dispositions. Nous avons donc l'article 90 qui va changer, nous avons l'article 94 qui va changer, nous avons l'article 107 qui va changer. Et bon, effectivement, il y a des dispositions transitoires, donc qui étaient devenues naturellement surabondantes. Et donc ces dispositions, effectivement, vont disparaître effectivement, du livre constitutionnel. Mais pour entrer un peu plus en profondeur, c'est au niveau des sessions parlementaires, premièrement. Avant, vous savez que de 2011, avant, le Parlement, plus précisément l'Assemblée nationale, avait deux sessions avant. Nous avons une première session qui partait d'avril, donc à fin, si je ne m'abuse, fin juin, et une seconde session qui prenait donc à partir effectivement du mois d'octobre. Okay. Mais aujourd'hui, après ça, jusqu'à la faveur de la révision de 2016, nous avons eu maintenant une session unique, ce qui se justifiait naturellement, puisque la Côte d'Ivoire venait de loin, il y avait beaucoup de choses à faire, il fallait remettre les choses à flot, et c'est ainsi que le président de la République a sollicité, à travers effectivement la nouvelle constitution, a obtenu du peuple ivoirien du moins le principe de la session unique. Donc aujourd'hui, avec tout ce qui a été réalisé, on estime qu'on peut revenir effectivement au statut quo ante, à savoir deux sessions parlementaires. Effectivement, pour permettre à l'ensemble du Parlement, du moins aux parlementaires, d'avoir une vie normale. Vous savez que les vacances parlementaires ont lieu à partir du mois de janvier, c'est l'interlégislature, mais les vacances parlementaires ne pouvaient pas permettre aux parlementaires de vivre une vie de famille correcte. Et ce n'était même pas logique parce que pendant que le Parlement est en vacances, le gouvernement est au travail. Et il faut faire coïncider donc les vacances parlementaires aux vacances gouvernementales. Permettre aussi aux parlementaires de vivre les vacances avec leurs familles respectives. D'accord. Donc je pense que c'est aussi ça au niveau des décisions parlementaires. Aussi, le président de la République a estimé à juste titre qu'on ne pouvait pas donner un pouvoir à quelqu'un et puis amputer ce pouvoir. Vous savez qui peut le plus, peut le moins. Avant, le président de la République, bien qu'il y ait l'initiative des lois, ne bénéficiait pas d'un pouvoir d'amendement.
Et donc, vous savez que c'est un pouvoir dérivé, le pouvoir d'amendement. Donc, le président de la République a sollicité des parlementaires qu'on puisse lui concéder le pouvoir d'amendement. Et je pense que c'est une bonne chose. D'accord. On y va? Allez-y, terminez voilà. juste. Enfin, il s'agit effectivement de faire disparaître du livre constitutionnel des dispositions surabondantes relativement aux dispositions transitoires. Donc voici un peu grosso modo ce qu'il faut retenir. Alors merci pour ces explications. Je précise que le téléphone est ouvert dans cette émission et nous allons permettre à l'honorable Kwasi Kwaku Eugène qui vient de faire son entrée dans le studio de bien vouloir nous rejoindre. Tchédé Jean Gervais, vous êtes de l'opposition, le PPACI, oui. Et vous avez dénoncé un certain nombre de choses contre ce projet de révision de la Constitution. Qu'est-ce que vous reprochez au test, fondamentalement? Alors, merci beaucoup, madame. Je suis Tchédé Jean Gervais, député élu à Blonlequin, pour parler comme mon collègue. Oui. Alors, le rappel, d'abord, dit que le 25 avril dernier, le président de la République, devant le Congrès, a dit qu'on va modifier la Constitution pour faire coïncider les vacances gouvernementales et les vacances parlementaires. On a tous applaudi des deux mains parce que depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, comme l'a rappelé mon collègue, on était à 2 sessions. Une session qui part de janvier à juin et une session budgétaire qui, elle, commence en octobre et s'achève en décembre. D'accord. Et donc, on était dans ce fonctionnement lorsque, en 2016, le régime actuel a jugé utile de changer. Mais en changeant, je crois qu'on s'est aperçu que ce n'était pas très opérant parce que, comme on l'a reconnu aussi, c'est le gouvernement et le Parlement qui travaillent ensemble pour faire fonctionner l'État. Si l'un est en vacances pendant que l'autre travaille, ça pose quelque part des problèmes et des dysfonctionnements. Donc ça a été rattrapé, ça a été ce qui a été annoncé. Donc sur ce point, vous êtes d'accord? Là-dessus, on est d'accord, puisque c'est vraiment pas un problème. Mais là où on a été étonné, c'est qu'après avoir annoncé que c'est l'objet de la modification, lorsqu'on nous présente le texte, notre surprise est grande de constater qu'il y a 2 autres articles qui viennent profiter de cet amendement, enfin de cette modification, pour être aussi modifiés. Là-dessus, l'opposition tout entière n'est pas du tout d'accord pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a un empressement à faire passer quelque chose dont on ne nous explique pas ni la pertinence ni l'opportunité. L'article 7, dont il est question, qui prévoit de donner un pouvoir supplémentaire au président de la République, est un article qu'on aurait pu donner le temps aux parlementaires d'examiner. Article 107 plutôt. Article 107, oui. Article 107, qu'on aurait pu nous donner le temps d'examiner. En séance, ça a été très houleux. Le président de la commission le sait bien. Les députés ont dit, mais pourquoi on s'empresse à vouloir modifier cet article pour donner le droit d'amendement au président de la République? Le président de la République a déjà beaucoup de pouvoirs. Notre Constitution dit qu'il est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. On nous rétorque que oui, ça se fait en France, ça se fait au Sénégal. Mais Madame Débat, je vous informe qu'en France, l'Assemblée nationale est celle devant laquelle le gouvernement est responsable. Et donc, cette Assemblée a le droit de révoquer ce gouvernement. De même que le président de la République a le droit de dissoudre cette Assemblée. Donc, en contrepartie de ce droit, on peut lui donner le pouvoir d'amendement. Au Sénégal, c'est pareil, devant le président de la République et devant l'Assemblée nationale. Mais en Côte d'Ivoire, le président de la République a plusieurs pouvoirs. En matière d'élaboration des lois, il a l'initiative des lois, il a le droit de retirer un texte qui est en plein examen, il a le droit de demander aux députés, aux parlementaires, une deuxième délibération lorsqu'ils ont fini leur travail. Donc il a tout le temps d'apporter les modifications qui lui paraissent nécessaires dans son initiative de loi. Le droit d'amendement, c'est la seule prérogative qui reste aux députés. D'accord. Si le président de la République doit les partager avec les députés, il devient à la fois président de la République et demi-député. Ce n'est pas ce qu'on veut en Côte d'Ivoire. D'accord. Kwasi Kwaku Eugène, député élu de Pakobo Tabo, vient de nous rejoindre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. On va rester sur les arguments de l'opposition, les raisons pour lesquelles l'opposition est contre ce projet de révision. OK. Donc, comme l'a dit
mon frère de l'opposition. Ça a été véritablement, et là, le maître Meïté, il sourit parce qu'il sait de quoi je parle. On nous a donné un calendrier pour le Congrès. Nous sommes, comme il l'a dit, c'est avec joie qu'on nous parle de la modification du calendrier et qui plus est, un calendrier dont on parlait depuis et qui était vraiment intéressant pour l'ensemble des parlementaires. À notre grande surprise, on va d'abord au Congrès, on n'a rien à dire, on nous présente juste le calendrier, on dit il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'intervention possible et il faut que cela se fasse en commission, en plénière. On arrive, on découvre d'autres éléments dont il a parlé, l'article 107. Alors, nous étions surpris. Et nous avons été d'autant plus surpris que le moment, en ce moment, comme vous le savez tous, c'est les préparatifs pour les élections. Nous sommes les élections locales. Les élections locales. D'accord. Nous sommes tout le temps partis. Là, je m'excuse, je suis arrivé avec quelques minutes de retard parce que je viens de l'intérieur du pays. Et pendant ce temps, on nous apporte un projet de loi avec empressement d'ailleurs. Et donc l'opposition s'interrogeait. Nous nous sommes posé des questions, mais si ça ne tenait qu'à un simple calendrier, pourquoi nos frères du pouvoir, nos collègues députés, s'empressent autant? Il doit avoir anguille sous roche. Il faut aller au fond des choses. Et c'est alors que nous nous sommes rendus compte qu'en votant comme ça, en suivant la majorité mécanique qu'ils ont, mais c'est le peuple de Côte d'Ivoire que nous entraînons quelque part où nous n'avons pas tous les tenants et aboutissants. Parce que nous n'avons pas eu le temps d'étudier à fond le document qui nous a été soumis et on a même en commission demandé la suspension de la séance, qu'on puisse reprogrammer. Malheureusement, cela nous a été refusé et donc voilà où nous en sommes. On comprend bien. Geoffroy Julien Kouao, votre analyse de la situation. Vous allez répondre, je vais vous donner la parole. Merci. C'est pas répondre. Avant les analyses, il faut d'abord qu'on puisse rétablir les faits. Parce que c'est autour des faits qu'on mène des analyses. Vous conviendrez avec moi. D'accord, rapidement. Parce que les faits tels que ça a été posé ne reflètent pas la réalité. Alors, c'est quoi la réalité? Je suis curieux de leur poser la question. Qu'est-ce qui a été donc pris en considération? Parce que la prise en considération, du moins, la prise en considération, c'était l'examen d'opportunité. Ce qui suppose que les députés, dans leur unanimité, sont convenus que le principe de la révision de l'article 90 était nécessaire, que la révision de l'article 94 également était nécessaire, et que la révision de l'article 107 était nécessaire. Donc, l'esprit de la révision, les députés dans leur unanimité ont convenu. Deuxièmement... D'accord, laissez-le terminer, vous aurez la parole. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à la chronologie des faits, nous avons eu d'abord une réunion qu'on appelle la conférence des présidents, qui est composée donc de tous les présidents de groupes parlementaires, les vice-présidents de l'Assemblée nationale, les présidents de commission que nous sommes. Et au cours de ces travaux, le calendrier parlementaire a été établi. Nous sommes allés en plénière et les députés ont voté à l'unanimité pour ce calendrier qui prévoyait donc le Congrès et après la réunion de la CAGI, en cas de prise en considération, la réunion de la CAGI et la plénière. Donc en ce moment, on ne peut pas me dire que nous ne savions pas ce qui se passait. Mieux, le projet était à la disposition des députés. Donc, autrement, qu'est-ce qu'ils ont pris en considération s'ils n'avaient pas connaissance du contenu du texte? D'accord, ok. Assez rapidement, merci vraiment. Merci beaucoup. Que le débat soit cristallisé je suis heureux que mon collègue revienne sur les faits. On a une procédure à l'Assemblée nationale, au Parlement. La prise en considération, comme il l'a dit lui-même, c'est la recevabilité en termes d'opportunité du débat en cours. Lorsque un texte vient du gouvernement, le ministre qui vient exposer au nom du président de la République expose, mais quand il a fini d'exposer,
l'exposé des motifs, qui est en quelque sorte le contexte et la justification du texte qui nous est soumis, les députés, les groupes parlementaires lisent une déclaration pour prendre en considération ou non. Dans le cas d'espèces, pour ne pas faire de blocage dès le départ, étant donné qu'il y avait la question de l'harmonisation des départs en vacances, on s'est dit, bon, au Congrès, comme il n'avait pas donné de parole non plus, donc on fait la prise en considération à main levée. Et quand le ministre, l'émissaire du gouvernement va venir, on va aller dans le fond et lui dire, nous sommes venus ici pour parler de l'article 94 qui harmonise les vacances. Mais les autres, donnent-nous le temps de regarder. Les textes, mon collègue dit qu'on les a eus. On les a eus le vendredi. Et on a débattu le mardi. C'est pour vous, c'est un délai insuffisant. On va permettre aux autres personnes... Un projet de loi sur la Constitution. Aux autres invités de pouvoir se prononcer. Julien Geoffroy Kouao, vous avez la parole. Oui, merci pour votre beaucoup. analyse. Allez-y. Je fais une double observation, une double remarque, une double analyse, relativement à la forme et au fond. D'accord, on vous écoute. Concernant la forme, la Constitution de la Troisième République a été adoptée le 8 novembre 2016. En 2020, 25 articles de cette Constitution ont été révisés. 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 2023, nous sommes dans un processus de révision. Je crains que la récurrence, voire la banalisation de la révision constitutionnelle ne fragilise, n'affaiblisse l'autorité, la majesté, la sacralité de la Constitution au risque d'en faire une règle, une norme ordinaire, voire de droit commun. Relativement au fond, d'accord. La Constitution, dans son préambule, consacre la séparation et l'équilibre des pouvoirs. Nous savons depuis John Locke d'abord, Montesquieu ensuite, que dans l'État, nous avons 3 pouvoirs. Le pouvoir de légiférer appartient au Parlement. Le pouvoir de gouverner à l'exécutif. Et le pouvoir de trancher les litiges nés de l'application de la loi à la justice. Le législateur dans un État de droit, c'est donc le Parlement. Le gouvernement ne fait que gouverner. Le problème avec ce projet de révision, c'est que, prenons par exemple un seul cas, le cas de l'article 107, qui veut donner le droit d'amendement au président de la République. Si cela est fait, le président de la République sera en amont, au médian et à l'aval du processus législatif. Tout à fait. Autrement dit, il devient le véritable législateur. En ce sens qu'il a l'initiative de la loi concurremment avec les parlementaires. D'accord. Oui. Il peut prendre une ordonnance au regard de l'article 106 pour s'immiscer dans les affaires du Parlement. C'est lui qui promulgue la loi et maintenant on lui donne le droit d'amendement. Autrement dit, la séparation et l'équilibre du pouvoir consacré par la Constitution se mue, se transforme, se métamorphose en confusion du pouvoir et en déséquilibre du pouvoir. Ce qui consacre évidemment le régime présidentialiste qui est une dégénérescence du régime présidentiel. D'accord, on note bien cet avis. André-Sylvain Conan, ensuite Guillaume Gâteau. Alors, moi, ce que je note, c'est que lors du référendum de 2016, il y a eu donc cette modification, on va dire, concernant la session parlementaire. Mais article 62 de la Constitution de 2000, chaque année, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en 2 sessions ordinaires. En 2000, il y a donc 23 ans, l'Assemblée nationale prévoyait déjà 2 sessions. C'est eux qui ont changé. En 2016, on ne sait pas par quel mécanisme le pouvoir RHDP a décidé de sauter les 2 sessions. OK. En 2020, il y a eu encore une modification de la Constitution. Aujourd'hui, 3 ans après,
le pouvoir RHDP se rend compte qu'il y a un problème. Ça pose le problème de la pertinence des tests que l'exécutif lui-même envoie au Parlement. Et je le dis de façon constante, qu'est-ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas la seule chose qui a manqué, qui manque dans cette constitution de 2016, révisée en 2020, révisée en 2023. En 2016, on a sauté l'élection du vice-président. En 2016, l'élection du vice-président était actée. Mais en 2020, on a sauté cela. Recul démocratique. Toujours en termes de recul démocratique, en 2016, on a sauté l'âge plafond, qui était à 75 ans. S'il vous plaît, donc, voyez, aujourd'hui, moi, je ne suis pas étonné que le gouvernement veuille amender des tests que lui-même envoie, parce qu'il n'a pas confiance dans ses propres tests. Il y a certainement, dans l'entourage présidentiel, des conseillers, des juristes qui ne font pas nécessairement très bien leur travail, et le président de la République s'en rend compte. Ça pose un problème de gouvernance, en définitive. Guillaume Bateau. Oui, moi, bon, on ne va pas faire le débat, les juristes le font très bien, mais je m'étonne. L'article 107, c'est 9 lignes. 9 lignes. Et que les députés disent, on leur donne le texte vendredi, ils n'ont pas eu le temps de lire 9 lignes jusqu'à mardi. Moi, je suis surpris. C'est 9 lignes. Mais il s'agissait pas de... Laissez-le terminer. Allez-y, il va terminer, vous aurez la parole. Je vous ai laissé parler. Ça va pas parce que je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Donc, si nos députés ne peuvent pas traiter 9 lignes en vendredi, samedi, dimanche, lundi et mardi, moi, je m'inquiète. Je suis sûr que vous n'êtes pas convaincu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, je suis sûr. Honorable, je suis convaincu. Honorable, vous allez le laisser. Vous le laissez terminer. Vous aurez votre droit de parole. D'accord, quand vous aurez la parole, vous allez parler. Je vous ai écouté. Vous suivez, allez-y, vous suivez. Par politesse. Allons-y. Voilà. Donc, que vous ne soyez pas capable de travailler sur 9 lignes pendant 5 jours, cela m'étonne et cela m'inquiète pour notre Parlement. Deuxièmement, et Maître Mehdi l'a dit, vous ne pouvez pas dire, bon, on ne veut pas faire de blocage en prenant en compte tout le texte et venir après pour dire non, on n'a pas eu le temps, on nous presse. On ne vous presse pas, le texte est là. Vous avez fait usage de votre droit d'opposition, c'est tout à fait normal, mais vous connaissez le calendrier, vous saviez ce à quoi vous en tenez, donc je ne vois pas pourquoi. Je comprends bien que, bon, nous sommes dans... on l'a même dit ici, nous sommes à la veille des élections locales et que l'opposition veuille se radicaliser. C'est leur droit le plus absolu. Mais je dis, les arguments que nos élus de l'opposition avancent ne tiennent pas la route. Or, pour analyser 9 lignes, on n'a pas besoin d'un mois. Et il n'y a pas d'empressement de la part du gouvernement, à partir du moment où le calendrier était connu d'avance. Et qu'eux-mêmes ont pris en compte ce projet de loi en congrès à l'unanimité. Parfois aussi, il faut un peu de cohérence. D'accord. Maître Abdoulaye Ben Mété, par rapport à tout ce qui a été dit... Vous savez, je pense qu'il y a beaucoup plus d'émotions que de raisons de droit. Alors, je vais d'abord répondre sur ce qu'a dit mes collègues. Je reviens pour dire, parce qu'il faut d'abord connaître ce que c'est, la prise en considération, ou alors l'opposition ne sait pas ce que c'est. La prise en considération, c'est la procédure par laquelle le Parlement s'accorde avec l'auteur de la révision, sur le principe même de la révision. Ça ne touche pas à un débat de fond. La question de droit qui se pose, et à l'opposition, c'est de savoir, est-ce qu'ils ont dit oui, ils ont dit oui ou non, est-ce qu'on peut réviser l'article 90? Par la prise en considération, ils ont dit oui, on peut réviser. Mais on ne sait pas à quelle hauteur, sur le fond, on va discuter. Est-ce que l'article 94 peut être révisé? Ils ont dit oui, mais on va débattre du fond. Est-ce que l'article 107 peut être révisé? Ils ont dit oui, et ainsi de suite. Voilà ce qu'il faut comprendre par la prise en considération. Donc, l'opposition ne peut pas me dire que dans leur entendement, il s'agissait seulement de la disposition relative à la session parlementaire. Ça, c'est la première observation. Ou alors,
soit il ne faudrait pas qu'on infantilise l'opposition. Nous avons au sein de l'opposition de grands juristes, des grands intellectuels. Et il faut rappeler que l'un des plus grands constitutionnalistes de ce pays, à savoir le professeur Hubert Oulaye, qui a été notre enseignant à la fac du droit, y était et a siégé au sein de la conférence des présidents. Et là où on a eu à expliquer aux députés ce que c'est que la prise en considération, il est de l'opposition, il était à Sofitel l'Hôtel d'Ivoire pour la prise en considération, mais là encore, il appartenait à l'opposition, il dit nous n'avons pas eu de temps, donc nous demandons à ce qu'on ajoute la prise en considération, ou alors nous nous opposons, du moins, au principe même de la modification de ces dispositions. Ce qui n'a pas été fait. Donc c'est une incohérence, mais une incohérence qui est déconcertante. Ce que je voudrais dire par la suite relativement à mon cher ami Kouao, vous savez, et c'est le problème des enseignants bien souvent. Ils ont un problème de conception et de perception, mais un problème de compréhension des processus. Et c'est pour ça, bien souvent, quand le corps enseignant se trouve au barreau, ils ont mal à partir avec effectivement les avocats, parce que ce n'est pas toujours évident. C'est bien de faire de bonnes théories, de grandes théories, Montesquieu et tout ça. Mais la question de droit qui se pose à lui, est-ce que la révision de la Constitution est du droit du peuple à travers ses représentants? Est-ce que l'initiative émanant donc du président de la République est conforme à la loi? Voilà comment le praticien réfléchit. Maintenant, les théories, les doctrines, on peut effectivement le faire à satiété. La question qui se pose, ainsi, n'a qu'une seule réponse. On peut réviser la Constitution, mais 1000 fois si on veut. Chacun aura son opinion. Mais est-ce que ce pouvoir constituant dérivé, contenu donc dans la Constitution, a été usité conformément à la loi? Voici la question. Moi, j'entends sur ce débat-là. D'accord. En réponse, il va vous répondre. Ce qu'il faut savoir, allez-y. La procédure, elle est correcte. Les députés se sont appropriés l'initiative du président de la République. Et parlant, vous permettez, il faut qu'on ait le temps de débattre. Relativement à la question qu'ils ont appelée immixtion du président de la République dans les prérogatives du législateur, mais il faut réfléchir autrement. Le président de la République a concurremment avec les membres du Parlement l'initiative des lois. Ce qui voudra dire que le président de la République fait faire une proposition qu'on appelle projet de loi. Un député ou un sénateur peut également faire un projet, une proposition de loi. C'est quoi le droit d'amendement? Lorsque le texte arrive à lecture, soit en commission, le président de la République peut déposer un texte à travers effectivement ses émissaires. Il peut s'avérer qu'il y a une erreur dedans, juste une erreur. Il ne peut même pas venir demander à ce qu'on change ça en commission aux travaux. Ils peuvent le faire. Mais le droit d'amendement, ce n'est pas le fait qu'on ait déjà voté le texte, que le président de la République aille dans son bureau et puis il amende. Non. Il propose des amendements au texte qui viennent de lui ou des parlementaires. Et en ce moment, il donne sa lecture. Il appartient in fine aux membres du Parlement d'accepter ou de rejeter. D'accord. Merci, Maître Ben Meïté, pour ces précisions. Je vais donner la parole à Kwasi Kwaku Eugène, qui voulait réagir à ce que Guillaume Bato était en train de dire tout à l'heure. Oui. Ce que je voudrais dire, M. Guillaume Bato, tente de simplifier le débat. C'est-à-dire parler de 9 lignes pour les députés. Mais, Maître Meïté, qui est à côté, c'est qu'il n'est pas question de 9 lignes à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, je vous invite dans les prochaines élections de vous faire élire et vous comprendrez que ce que vous dites, c'est lourd de sens. Ça ne doit pas se dire. Alors, donc, ce que je voudrais dire, je reviens encore pour dire, et ça, c'est ce que je n'ai pas compris du côté du pouvoir, disons, de nos collègues députés au niveau du pouvoir. Du RHDP. Du RHDP, voilà. Qu'est-ce que ça leur coûte que l'opposition demande qu'on ajourne juste de quelques temps pour qu'on puisse ensemble bien analyser, parce qu'il s'agit de la Constitution, l'épine dorsale de la nation ivoirienne. Qu'est-ce que ça leur coûte qu'on donne 2-3 jours encore, qu'on puisse entrer en séance de travail et puis clarifier tout, s'assurer des tenants et aboutissants de ce projet de loi avant de pouvoir passer au vote. Mais là, nous avons été encore plus surpris
quand nous avons vu nos collègues députés RHDP s'opposer farouchement. Alors, farouchement, on a eu au moins, disons, environ 5 suspensions de séance jusqu'à ce que le président de l'Assemblée nationale se déplace de chez lui et qu'il vienne à l'Assemblée pour pouvoir faire avancer les choses. Alors aujourd'hui, pour bien comprendre, pour permettre aux téléspectateurs de comprendre, le problème de l'opposition, c'est au niveau du délai ou au niveau du fond, finalement? À quel niveau se trouve... Avec votre permission, je vais... Allez-y, d'accord, je connais la parole. Je pense que c'est bon quand même. Une question. On a bien compris. Allez-y, on a bien compris. Je voudrais qu'on se calme, parce que, comme le dit Mme Débat, nous nous adressons aux téléspectateurs. Tout à fait. Les Ivoiriens veulent savoir ce qui se passe. Ce qui est en jeu, c'est de donner un pouvoir supplémentaire à travers la Constitution. Donc, inscrire à la plus haute de notre arsenal juridique un pouvoir supplémentaire au président de la République. J'ai rappelé tout à l'heure que le président de la République en Côte d'Ivoire, comme on l'indique, c'est la clé de voûte du système, il est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Et il a le droit de faire des ordonnances, donc de rentrer dans le domaine de la loi par ordonnance. Il a le droit, et là je voudrais que Maître Méïté convienne de cela avec moi, de retirer un texte qui est déjà en examen. Ça, c'est déjà produit. Oui, ça, c'est déjà produit. Un texte en examen. Sur l'enseignement supérieur, on est en train de travailler quand on a retiré le texte pour une modification. La justification donnée dans l'article, dans l'exposé des motifs pour donner le droit d'amendement est qu'il peut y avoir des données nouvelles au moment où on examine, et pour éviter que le texte fasse des va-et-vient entre l'exécutif et le Parlement, le président veut envoyer quelqu'un sur le texte que lui-même il a envoyé pour qu'on en parle. Mais il a le droit de retirer. Et même quand on a fini de voter, il peut dire, c'est vrai, vous avez voté, mais je vais regarder et puis je vais vous demander de relire encore. Alors, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le délai. Le délai, c'est... Bon, c'est vrai que Guillaume Bateau peut moquer l'opposition en nous traitant des gens incapables de lire 5 lignes, d'examiner 9 lignes en 5 jours. Mais, comme l'a dit mon collègue, quand on ne sait pas, on demande comment ça fonctionne. Tout à fait. Et mon collègue député qui est à côté sait très bien qu'un article, un projet de loi d'un article peut faire l'examen d'1 semaine, 3 semaines. Ça dépend de ce qui est au fond. Donc, notre problème, c'est qu'on ne comprenait pas pourquoi, en cette période de fièvre électorale, alors qu'on attendait d'examiner l'harmonisation des vacances, on nous dit de donner un pouvoir supplémentaire au président de la République et on demande un temps de réflexion pour bien comprendre les dessous de l'affaire. On nous dit pas question, votez et puis on va. Fort de la majorité mécanique. Tout le monde, vous aurez la parole. Vous aurez la parole, ne vous en faites pas. J'ai un téléspectateur en ligne à qui j'aimerais bien donner la parole, M. Méïté, qui nous appelle depuis Adzopé. Bonsoir, monsieur. On vous écoute. Madame. Vous dénoncez la démarche de l'opposition. Oui, oui. On vous écoute. Bon, je suis l'émission depuis Adzopé. Sincèrement, je suis un peu étonné. Je ne peux pas comprendre la Constitution qui garantit même, qui est vitale même pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas comprendre pourquoi on envoie, comme on dirait, une révision, un projet de révision constitutionnelle à des personnalités qui sont chargées d'assurer le destin de ce pays-là. Et ces personnes votent la loi, sachant que, comme on dirait, ils n'avaient pas assez de délai pour pouvoir étudier. Et venir aujourd'hui, venir s'asseoir devant une chaîne de télévision pour dire que... Mais je pose la seule question. Est-ce qu'on les a obligés à voter? Même si la majorité mécanique votait, que eux, l'opposition n'était pas d'accord, au moins le peuple allait savoir que l'opposition n'était pas d'accord. Mais c'est parce que le parti au pouvoir est majoritaire que le projet de révision constitutionnelle est parti. Mais du moment que l'opposition accepte de voter cette loi, projet de loi de révision constitutionnelle, et aujourd'hui venir s'asseoir à la télévision devant des citoyens pour dire qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour pouvoir examiner, je pense que quand même... D'accord, on va permettre de répondre. Merci pour votre question. J'imagine que vous voulez parler peut-être de la prise en considération du projet. Alors, mais rapidement, mais oui, vraiment très bien, madame. Le frère qui parle a raté une partie du film. C'est-à-dire qu'il ne sait pas
que l'opposition a voté contre le projet de loi. Maintenant, la prise en considération... Je pense qu'il veut parler de la prise en considération. Ce n'est pas le vote. La prise en considération, c'est de dire... Êtes-vous d'accord qu'on discute de l'opportunité? Et c'est ce que Maître Mété a dit. Et vous êtes d'accord de l'opportunité? Puisqu'il fallait harmoniser les vacances. Au moins ça, on est d'accord. D'accord, mais ce n'était pas que ça, en fait. Oui, mais c'était un projet de loi unique. D'accord. Donc, si on rejette, on est discipliné de l'harmonisation, donc on prend en considération au moins pour dire que c'est opportun, on peut en parler. Voilà. Maintenant, dans en parler, là, on se retrouve pour dire... Ça, on peut laisser, ça, on peut prendre. C'est de ça qu'il est question. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui veulent prendre la parole. Geoffroy, Julien Kao va réagir à ce que Maître Abdoulaye a dit sur les professeurs. Allez-y. Ce sont de bons débats, il est souvent pertinent. Voilà. Non, mais vous savez, c'est Napoléon qui disait que pour toucher à la Constitution, il faut avoir la main tremblante. Pourquoi? Parce que la Constitution est sacrée. Mais pourquoi elle est sacrée? Parce que c'est le fondement juridique de l'État. La Constitution, c'est au niveau de la hiérarchie des normes juridiques, c'est la norme des normes, c'est-à-dire située au sommet des normes, au fait des normes, et toutes les normes de l'ordonnancement juridique, du système juridique, y tirent leur fondement. Donc, quand la Constitution est mal faite, elle est grippée, évidemment, tout s'effondre. Dans l'espèce, la Constitution ivoirienne dont nous parlons, vous le savez très bien, Maître Méïté, le fait de la réviser tous les jours la banalise. Vous savez très bien qu'il y a des pays comme le Maroc, comme le Portugal et d'autres pays qui ont imposé une limite de temps. C'est-à-dire que si on fait la Constitution en 2023, il faut attendre 10 ans, 5 ans, 6 ans, etc. Parce que la Constitution n'est pas une norme ordinaire. Or là, on tend à une banalisation de la Constitution. C'est pour cela que j'émets un certain nombre de réserves. Deuxième point, rapidement. Monsieur Guato, vous avez l'article 107 de la... 107, ok. Non, donc ce n'est pas 177. 107. Mais l'article 177, relativement à la procédure de la révision, dispose que, à son alinéa premier, que le président de la République et les membres du Parlement ont l'initiative de la loi. Mais l'alinéa 2 dit que le projet de loi de révision ou la proposition doit être déposée sur les bureaux des deux chambres. Et après, alinéa 3, on parle maintenant de la prise en considération, comme l'avait dit, la question de l'opportunité, de la pertinence du débat. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'avant la prise en considération, les tests ont été déposés devant le bureau des deux chambres? Rapidement. Mais ça a été fait. Je pense que tout à l'heure, dans l'élément que nous avons suivi tout à l'heure, dans l'adresse du président de l'Assemblée nationale, il a indiqué que le projet de loi de révision a été déposé sur le bureau des deux chambres. Cela a été fait. Donc, ce qui veut dire que les députés ont eu connaissance. Exact. C'est là la pertinence de ma question. C'est ce que je voulais dire. Vous savez, non, il faut qu'on pose des débats. Vous savez, je suis d'accord avec mon frère Geoffroy. Vous savez, nous sommes deux amoureux des débats juridiques. Mais ce que je voulais lui dire aussi, c'est que c'est vrai, il est enseignant de droit, mais les constitutions, il y en a de rigides, il y en a de souples. Il y a des constitutions très souples qui sont modifiées selon les mêmes modalités qu'une loi ordinaire. Donc, ça dépend. La Côte d'Ivoire a fait le choix de donner au président de la République ce pouvoir de faire déposer des projets de loi de révision. Il a donné aussi le droit aux membres du Parlement d'effectivement se déterminer de la même manière. La question que moi je pose, je suis juriste, moi je suis avocat, c'est une question de principe juridique. Est-ce que la loi, nous sommes en matière de légalité, est-ce que oui ou non, ce pouvoir constituant dérivé qui est entre les mains, soit du peuple ivoirien, c'est dans le cas effectivement des référendums, ou alors du Parlement, réuni en congrès, est-ce que ce pouvoir a été respecté? On nous dira oui. Maintenant, sur les éléments doctrinaux, on peut débattre. Mais ce que je voulais dire, par exemple, vous permettez, surtout sur l'intervention de mes collègues du député de l'opposition, il faut être cohérent. Je vous dis qu'après, vous savez comment on fait le calendrier parlementaire? Les présidents de groupes parlementaires, PDCI, PPACI, RHDP, les présidents de chambre que nous sommes, et les présidents de l'Assemblée nationale, les vice-présidents, et tous se réunissent. On fait un calendrier. On dit, le président a déposé donc, un projet de loi de révision. Nous allons faire tel calendrier, nous allons faire l'étude
de ce projet dans le cadre du congrès qui va se tenir le mardi. Ce que nous allons décider est présenté à l'ensemble des députés. Donc, il y a un calendrier qui a été présenté. Le calendrier adopté. Le mardi, nous allons aller donc à la prise en considération. Le mercredi, la CAGI va aller en examen, donc en commission. Mais au cours de cet examen, lorsque l'opposition me demande, moi qui préside effectivement cette séance, l'opposition me dit non, il faut ajourner parce qu'on n'est pas encore prêt. Mais je leur réponds que la plénière est souveraine. Moi, ma commission a reçu une instruction qui a été adoptée en plénière. Je n'ai pas le pouvoir légalement de différer le délai qui a été donné par la plénière. Donc, je pense que ce qui manque à l'opposition, ce qui manque à l'opposition parlementaire, ce qui lui a manqué, c'est une question de cohérence. Nous, au RHDP, si nous étions dans leur position, nous serions abstenus de prendre en considération si tant est que nous ne sommes pas d'accord avec effectivement ce qui est avancé. D'accord, ok. Vous allez réagir, ne vous en faites pas. Guillaume Bateau, rapidement, André Sylvain Conan. Deux choses simples. Le député de Tahabo tente de me culpabiliser parce qu'il estime que je veux simplifier. Or, nous sommes sur ce plateau pour simplifier, pour que les gens comprennent. Parce qu'en vérité, et comme l'a dit Maître, le calendrier a été adopté par la conférence des présidents. Et ils étaient là-bas, à la plénière, ils étaient là-bas, ils ont accepté le calendrier. Et subitement, au moment des débats de la journée, c'est faire preuve de dilatoire. C'est aussi simple que ça. Parce que les députés ont expliqué que leur problème, c'est parce que ce projet veut donner un pouvoir supplémentaire au président de la République. Mais ayant déjà compris cela, ils prennent position. Ils ont pris position contre. C'est leur droit le plus absolu. Donc, ils n'avaient pas besoin d'un mois pour refuser, selon eux, qu'on donne un pouvoir supplémentaire au président de la République. Ce que je voulais dire par rapport au débat, alors le député Tchéidé lui-même l'a dit, il arrive parfois que, pendant qu'ils sont en train d'examiner un texte, on demande à le retirer. Est-ce que ce n'est pas plus simple de donner un pouvoir d'amendement au président pour que le texte, effectivement, ne fasse pas les allers-retours et faire prendre du temps aux travaux parlementaires? Merci. En tout état de cause, il a été dit ici par les juristes que le président de la République, concurremment avec les parlementaires, a l'initiative des lois. Mais prenons le cas où c'est une proposition de loi. Ne vient donc pas du président de la République. S'il souhaite avoir un droit d'amendement, je pense qu'on peut le lui permettre. Non, moi, je pense que c'est un faux débat. C'est un faux débat. Nous sommes à la veille d'élection. Bon, s'ils n'ont pas le temps, ils peuvent laisser leur place à leurs suppléants. Je crois qu'ils vont... D'accord. Merci Guillaume Bateau qui a réussi à faire rire. André Sylvain Conan. Au passage, les propositions de loi, je crois que c'est très rare que ça passe... C'est la faute aux députés Non, pas du tout. Guillaume Bateau, vous n'avez plus la parole. S'il vous plaît, on va se comprendre. Vous ne le savez pas. Il y a plusieurs propositions de loi qui ne sont même pas étudiées au bureau de l'Assemblée nationale. Bon, ça, c'est une question qu'il faut poser justement. Merci de laisser André Sylvain Conan aller au bout de son intervention. Il ne faut pas banaliser les choses. Mais voilà, un thème de mémoire, on met 2-3 ans pour l'étudier. Donc, ce n'est pas une affaire de 9 lignes. Non, c'est pas profond que ça. Guillaume Bateau, vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. C'est quelque chose. On va permettre à André Sylvain Conan de terminer. Moi, j'aimerais relever que je comprends les craintes de l'opposition. Merci. Pourquoi? Parce que dans ce pays, en 2016, au moment où on adoptait la Constitution, on nous a dit que le président de la République ne pouvait pas se représenter pour un 3e mandat. Cissé Bakongo, Ouraga Obou, Sansan Kabilé, et j'en passe peut-être même que sur ce plateau, des gens l'ont dit. Et puis, en 2020... tu veux dire Guillaume Bateau, s'il vous plaît. En 2020, ces mêmes personnes sont venues nous dire non, la Constitution permet au président de se présenter pour un autre mandat, parce que c'est la 3e République du 2e... Bon, bref. Non, je comprends donc les craintes de l'opposition. La deuxième chose que j'aimerais relever, c'est que on nous cite l'exemple de la France et du Sénégal, mais ce n'est pas tout à fait vrai, ça participe de la manipulation. Parce que l'article 44 de la Constitution en France dit « Les membres du Parlement et le gouvernement ont le droit d'amendement. Voilà. Les membres du Parlement et le gouvernement, on ne dit pas le président de la République. Quand vous prenez
la Constitution du Sénégal, donc l'article 63, non pas l'article 63, l'article 82, l'article 82 dit le président de la République, le Premier ministre et les députés ont le droit d'amendement. Les amendements du président de la République sont présentés par le Premier ministre et les autres membres du gouvernement. Vous comprenez très bien qu'ici, en Côte d'Ivoire, on nous dit, article 107, donc, le président de la République et les membres du gouvernement ont le droit d'amendement. Et les membres du Parlement ont le droit d'amendement. Alors, c'est totalement différent de ce qui se passe en France et au Sénégal. Pourquoi est-ce qu'ici, en Côte d'Ivoire, on nous met le rôle du Premier ministre? Parce qu'on veut l'affaiblir. Parce qu'on veut rendre le président de la République encore plus puissant qu'il est déjà. Et donc, ça ramène toujours à ce qui s'est passé en 2016. Merci. On nous a dit que le président ne pouvait pas se représenter, mais en définitive, il s'est représenté. D'accord. Je vais donner la parole à M. Sanogo qui nous appelle depuis la France et qui critique la démarche de l'opposition. Bonsoir, M. Sanogo. L'opposition. Monsieur Sanogo, vous me recevez? Si vous me recevez, arrêtez votre poste récepteur. Oui. Allez-y, on vous écoute. Allô? On vous écoute. Monsieur Sanogo, vous me recevez? Oui, je vous reçois. Bonsoir, et on vous écoute. Oui, bonjour madame, et bonsoir. Allô? Allez-y pour votre intervention, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, madame. Oui. En fait, je viens de vous prendre. Oui, allô? Oui, je vous reçois. On a visiblement un problème de connexion avec M. Sanogo. On va peut-être revenir vers lui. Honorable Tchédé, je vais revenir à vous. Vous leur permettre de répondre. Merci, madame. Alors, je voudrais dire que pour régler une bonne fois pour toutes, ce qui me paraît être un malentendu sur la question de la prise en considération qui semble être mise en avant pour parler de mauvaise foi ou bien de cohérence ou bien d'incohérence. Bon, la question de la cohérence et les leçons de cohérence données par le RHDP, on les prend. On les prend en fair play. Mais ce que je veux dire, lorsque vous rencontrez pour dire on va faire une réunion pour prendre une décision, pour savoir si oui ou non on doit démettre le chef du village. Vous dites, bon, comme c'est pour aller se réunir et en débattre, l'opportunité, on est d'accord. Ayant dit ça, êtes-vous d'accord pour qu'on démette le chef du village? Non, ça ne veut pas dire ça. Vous êtes d'accord pour que la réunion se tienne, pour que le débat ait lieu sur démettre ou pas le chef du village? Ça, c'est un. De deux, on nous parle de calendrier qu'on a adopté et donc on aurait dû... Mais si le seul fait d'adopter le calendrier suffisait pour que les articles 190, 94 et 107 soient adoptés, on aurait pu s'arrêter à l'adoption en plénière du calendrier. Donc, il faut que... c'est vrai qu'on a envie d'avoir raison, mais ce qui se passe, c'est que nous voulons modifier la Constitution de Côte d'Ivoire pour que le président de la République, je le répète, qui a déjà beaucoup de pouvoir en matière de législation, ait un pouvoir supplémentaire qui est normalement du domaine des députés. C'est la seule prérogative que les députés ont. Lorsque les textes viennent du gouvernement, nous les examinons et nous y apportons des modifications, c'est ce qu'on appelle les amendements. En matière d'initiative de loi, il est pratiquement impossible aux députés, aux parlementaires, de prendre l'initiative d'une loi parce que les restrictions liées aux incidences financières sont telles que la loi dit que si, Madame Débat, vous êtes députée et que vous voulez proposer une loi pour les conditions de la femme, on vous dit de dire la loi que vous voulez proposer là. Quand elle sera adoptée là, où on va trouver l'argent pour la mettre en œuvre? Or, vous n'êtes pas au gouvernement. C'est le gouvernement qui élabore le budget. C'est lui qui sait où il prend l'argent pour faire face aux charges publiques. On demande aux députés de le faire. Donc, c'est une restriction à l'initiative parlementaire en matière de loi. Donc, le président de la République envoie toutes les lois. Les lois qu'on examine là, à 100% pratiquement, viennent du gouvernement. Alors, si le président de la République nous envoie une loi et qu'il dit, bon, la loi que je vous ai envoyée là, je vais venir avec vous pour voir comment on va faire les amendements ensemble. À ce moment-là, nous, on fait quoi? D'accord. Bien noté. On va refaire le tour de parole. On va faire juste une courte pause et on revient
dans quelques secondes. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. La SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Merci de suivre ce numéro de NCI 360. En première partie d'émission, nous sommes en train de parler de la prise en considération par le Parlement du projet de révision de la Constitution et l'opposition sur ce plateau qui dénonce un vice de procédure à donner ses arguments. Je vais maintenant donner la parole à Maître Abdoulaye Ben Meïté, bien sûr pour répondre, mais en même temps avec une question. Est-ce que finalement le droit d'amendement au président de la République ne renforce pas son pouvoir? Pour moi, aucunement. OK. Et vous savez, bien au contraire, pour moi, c'est une avancée. Et je sais qu'André Sylvain Konan n'a jamais siégé au Parlement. Il ne sait pas comment ça se passe, il ne connaît pas les procédures parlementaires. Je comprends. Guillaume Bateau également. Encore moins, Guillaume Bateau. Je connais les procédures parlementaires. Je ne connais pas les parlementaires. Moi, j'aurais pu lire le texte en 9 lignes en un jour. Par exemple, que ce droit d'amendement n'enlève en rien au pouvoir, un pouvoir au Parlement. Parce qu'il faut savoir, c'est que le pouvoir d'initiative, ça c'est le plus. Donc, le pouvoir d'amendement, c'est un moins. Mais qui peut le plus, peut le moins. On dit au président, lorsqu'il a un projet de loi qu'il dépose, il estime effectivement qu'il y a des choses qu'il a à redire sur son projet de loi, qu'il vienne soumettre ça aux députés. Ils vont apprécier. Lorsqu'il s'agit d'une proposition de loi que le président estime qu'il y a des choses à changer, qu'il vienne faire sa proposition et les députés vont apprécier. Donc pour moi, rien ne change. Surtout que nous avons, si c'est par rapport effectivement au pouvoir en place, nous avons la majorité. Mais au-delà, moi je voudrais surtout prendre l'exemple qu'a donné effectivement mon collègue, mon excellent collègue, qui disait que c'est l'exemple du chef de village. Mais je vais lui dire, prendre le même exemple. Voici, on vous dit que nous allons débattre sous la Bapalab le dimanche prochain de 4 sujets. Nous allons démettre le chef de village, nous allons égorger le fou, nous allons en même temps brûler le marché et mettons-nous d'accord pour débattre de ça. Et vous estimez que même brûler le fou, égorger le fou, on ne peut même pas en parler. Pour vous, c'est indécent. L'image est saisissante. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez dire non. Le principe même, allez-y, qu'on s'encode au moins pour discuter sur la démission du chef de village. Mais les autres sujets ne peuvent même pas être des sujets que je voudrais voir discuter. C'est ce qui est cohérent. Mais surtout, en ce qui les concerne, ils ont donné leur accord pour pouvoir débattre tous les points objets de révision. Et au cours des travaux, ils ont été mis en minorité et la majorité, du moins au niveau de la commission et plus tard de la plénière, la majorité des députés et même des sénateurs aujourd'hui ont milité en faveur de ce projet de loi de révision. Mais surtout au niveau de ce qu'a dit André Sylvain Konan, vous savez, il faut faire attention. Ne parlez pas de sujets que vous ne connaissez pas. Et je suis d'autant plus surpris qu'il y a une sorte de coq à l'âne qui est bien souvent fait par mon cher ami André Sylvain Konan. On parle du droit d'amendement, vous me parlez effectivement de 2020, Ibrahim Bakogo a dit ça, César Kabila a dit ça. Mais non, mais ce n'est pas eux qui font la loi. Excusez, ce n'est pas eux qui font la loi, il faut être sérieux. Lorsqu'une loi est faite, on peut faire une loi, et c'est pas l'autre qui me dira, ou qui me dira. Une loi peut être prise par le Parlement, et le juge peut lui donner un sens. Vous savez, parce que la loi, parce qu'on dit chaque fois, non, le président a dit qu'il n'est pas candidat, le président a dit qu'il n'est pas candidat. Mais il y a une instance qui doit statuer pour voir, même si le président avait dit que la loi ne permettait pas effectivement qu'il soit candidat, mais ce n'est pas à lui d'apprécier. Et il faut éviter de faire du coq à l'âne. Ce qui nous réunit ce soir, c'est de savoir si le projet de révision a suivi les étapes qui sont conformes à la Constitution. Et je suis heureux que les députés de l'opposition se soient enfin accordés, que la procédure de prise en considération a été faite conformément à la loi. Là, au moins, on est d'accord. Contrairement à ce qu'ils avaient semblé soutenir au cours des travaux. On est bien d'accord. On est bien d'accord qu'ils ont voté, ils ont participé au débat, qu'ils ont été mis en minorité. Mais tout compte fait, essayons. Parce que la Côte d'Ivoire, qui n'a pas donné ce pouvoir au Premier ministre, encore moins au gouvernement, je pense qu'il faut saluer la Côte d'Ivoire. Parce que si on donnait ce pouvoir au gouvernement et au Premier ministre, je pense que c'est vraiment aberrant. Il faut féliciter le président de la République. Et je tiens à féliciter le président de la République
pour les réformes qui sont en train d'être faites et aussi, surtout, de nous avoir permis que le gouvernement ait un regard, que les débats se mènent entre le président de la République et les parlementaires relativement à toute initiative d'amendement qu'il voudra bien prendre. D'accord. Merci, Maître Abdoulaye Ben Metteh. Je voudrais juste rappeler aussi, tout le monde veut prendre la parole, je veux juste rappeler qu'on a un deuxième thème à aborder. Et donc, on va aller rapidement. Honorable Kwasi... Non, c'est pas vous. Allez-y, vous d'abord. OK. D'accord. Merci, frère. Je voudrais dire que je me réjouis. Je me réjouis du combat mené par l'opposition à l'Assemblée nationale pour la modification de la Constitution qui a été faite. Pourquoi je me réjouis? C'est parce que là, nous prenons tout le peuple ivoirien à témoin. Nous avons dit non. L'opposition, comme un seul homme, a dit non. Et je crois à l'interlocuteur qui a appelé tout à l'heure, je ne sais pas s'il a bien compris où est-ce que nous en étions. Voilà, je lui dis donc que l'opposition s'est opposée à cette modification. Ça va servir de témoignage dans les années à venir. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant. Alors, je voudrais moi aussi dire que dans mon entame, j'avais bien précisé que la prise en considération, on n'a pas pinaillé là-dessus, sinon elle n'a pas respecté la procédure. Ben Metteh le sait. Pourquoi? Pour prendre en considération, on regarde le texte, le ministre est là, on adopte avant d'aller en examen. On nous a réunis en congrès, on dit, bon, on est venu pour adopter, on dit, bon, comme de toutes les façons, on va aller en examen. Maintenant, mon frère a pris mon exemple du chef du village. Bon, moi, je n'étais pas allé jusqu'à égorger le fou. Mais ce que je disais, c'est que le principe est que être d'accord pour qu'une réunion se tienne ne signifie pas qu'on a déjà adopté les conclusions de cette réunion. D'accord, note bien. André Silva Conan, ensuite Guillaume Bateau. Oui, vous noterez les exemples qui ont été pris par Maître Metteh. Ce sont des exemples de violence, vous voyez, égorger le fou. C'est le subconscient. Et là, c'est justement ce qu'on reproche. C'est dire que le forceps, la violence, non. On dit que c'est quelque chose de très sérieux. Et donc, il faut le faire posément. Parce que quand on démet le chef de village, c'est une bonne chose. Non, vous avez parlé d'égorger. Non, mais attends. Ben Metteh, laissez-le terminer. Il donne dans l'excès ce journaleux-là. Il donne dans l'excès. Laissez-le terminer. S'il vous plaît. Parce que vous ne pouvez pas. Non, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas la parole. Je ne vais pas le laisser parler. Vous n'avez pas la parole. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. J'ai bien compris qu'il cherche chaque fois à reprendre sa revanche sur moi. Mais je lui rappelle. C'est pas un débat entre vous deux, je précise. Je lui rappelle que moi, je connais les procédures parlementaires. C'est vrai, je ne suis pas député. Je n'ai jamais été candidat. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Mais parlons justement de procédures parlementaires. Tout président de commission qu'il est, il ignore que l'article 177 a été révisé en 2020. L'article 177, aujourd'hui on parle de 177 nouveaux. Non, 107. Et 177 nouveaux. Il ignore. Ça, c'est 107. Non, 177. Je parle bien de l'article 177. L'article 177 a été révisé en 2020. Et qu'est-ce que l'article 177 nouveau dit? L'article 177 nouveau dit le projet ou la proposition de révision est déposé devant l'une des deux chambres et examiné selon l'article 109. Il ignore. C'est pourquoi j'ai dit, voyez, quand on est un homme de droit, il faut essayer d'être droit. On ne peut pas venir devant la nation et puis aller dans des considérations, je veux dire, non. Les procédures parlementaires sont très claires. Et c'est ce que les députés du PDCI relevaient justement. D'accord, terminez rapidement. Il ignore, malheureusement. Et il va vous répondre certainement. Est-ce qu'il pourrait, s'il vous plaît, est-ce qu'il pourrait nous donner la procédure qu'il semble bien savoir? Quelle est la procédure? Lui qui... Excusez-moi. Sans que ça ne soit un débat. Non, ce n'est pas un débat. Je ne vais pas le permettre. Nous sommes là... Réagissez à ce qu'il a dit. Non, moi je voudrais savoir, la procédure selon lui, quelle est cette procédure?
Moi, je me... Pour la prise en considération, excusez-moi, parce qu'il faut éviter la confusion. Pour la prise en considération, quelle est la procédure selon lui? Ok, je réponds. Rapidement. Article 177, nouveau. Bon, ok. J'ai dit bien... Guillaume Bateau, vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Maintenant. Allez-y. S'il vous plaît. Guillaume Bateau, vous aurez la parole. Il faut que ce débat de Vous aurez la parole. Article 177... Non, je vais vous exprimer. Non, article 177, nouveau. On a bien noté. L'article 177, nouveau dit le projet ou la proposition de révision est déposé devant l'une des deux chambres et examiné selon l'article 109. L'article 109 dit quoi? Ça veut dire quoi, voilà. Article 109, nouveau, donc ça a été examiné encore en 2020. Les projets et propositions de loi sont examinés par les commissions de chaque chambre. Lui, tout président de la commission des affaires générales institutionnelles qu'il est, il a cité l'article 177 ancien. Parce que l'article 177 ancien dit l'initiative de la révision de la Constitution, le projet ou la proposition de révision est déposée simultanément. Quand vous écoutez la vidéo que vous avez projetée vous-même, le président de l'Assemblée nationale dit que le président a déposé simultanément dans les deux chambres. Il y a un problème. On a bien compris. Ben Bédé, vous répondez rapidement, s'il vous plaît, sans cristalliser le débat entre vous et André Sylvain Conon. J'ai dit que c'était un ignorant qui s'ignore. Pour la simple et bonne raison que l'article 109 qu'il a visé comme modalité d'examen de la loi n'intervient qu'après la prise en considération. Justement, ce que nous avons fait le mercredi, les travaux en commission, c'est ce qui doit être fait conformément à l'article 109. Relativement à la prise en considération, les parlementaires se réunissent. Et c'est après la réunion du Parlement réuni en congrès que les modalités de l'article 109 sont applicables. Quand on est journaleux, on fait l'effort de ne pas jouer les juristes tâcherons. Article 177 nouveau. D'accord, ok. Guillaume Bateau, allez-y. Bon, je crois que André et Maître Mété vont faire leur débat juridico-juridique. Alors, moi, je veux dire deux choses. Je n'ai pas compris l'intervention d'André sur le Premier ministre en disant qu'on veut l'affaiblir. Je n'ai pas bien compris. C'est pas ce qu'il dit. L'article 107 nouveau que j'ai devant moi, alors il a lu la première phrase, il n'a pas lu la deuxième. La Constitution du Sénégal. Oui, mais même dans le texte ivoirien, on dit que les amendements du président de la République sont présentés par les membres du gouvernement. Or, je pense que le Premier ministre fait partie du gouvernement. Donc, il peut aussi présenter les amendements du président de la République. Alors, je n'ai pas compris pourquoi mon ami et frère a dit qu'on veut affaiblir le Premier ministre. Peut-être qu'il a des informations. On va aller à la conclusion. Pour terminer, moi, je pense que ce débat sur la Constitution ou sur l'empressement supposé, moi, je souris souvent quand j'entends certaines choses en Côte d'Ivoire. Quand on parle de vote mécanique, mais nous, on a vu dans ce pays, le PDCI RDA fait des votes mécaniques quand ils étaient ultra majoritaires au Parlement. Bon, alors, moi, je suis supposé que le PDCI parle de vote mécanique. Oui, mais... Ah oui, mais pendant longtemps... C'est un vote mécanique. Pendant longtemps, le PDCI RDA... C'est un vote mécanique. Voilà. Pendant longtemps, le PDCI dans ce pays était spécialiste... On parle de la Oui, mais monsieur le député... Vous n'avez pas la parole. Oui, mais votre parti a une histoire. Vous n'avez pas la parole. Mais vous êtes du PDCI, je vous regarde droit dans les yeux, je vous dis... Vous aussi, il y a 20 ans, 25 ans en arrière, vous aviez le vote mécanique. On parle de la Constitution. Mais je vous dis, le vote mécanique, ce n'est pas nouveau. Monsieur, on va permettre aux téléspectateurs de comprendre. Le PDCI est mal placé pour parler de vote mécanique. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Ici, sous Oufoué, sous Bédier, c'était le vote mécanique au Parlement. D'accord. Guillaume Bateau, on vous a bien compris et on va mettre fin à ce premier thème. Le débat était très passionné, comme on le constate. On va aborder donc le deuxième thème de ce soir. À l'approche des municipales et régionales, les quartiers généraux des partis politiques bouillonnent et le jeu des alliances au partenariat est plus que jamais au centre des préoccupations. Mais que valent ces alliances? Suivons ensemble ce reportage de la rédaction d'NCI. On en débat juste après. Les principaux partis politiques en Côte d'Ivoire pour les élections locales du 2 septembre prochain, notamment les municipales et les régionales, ont formé de blocs hybrides par le jeu des alliances et partenariats. Il est donc impossible de dire que la gauche va croiser le fer avec la droite, puisque le RHDP, parti présidentiel, s'est mis en partenariat avec le FPI pour, disent-ils, faire barrière aux revanchards dans certaines localités. Le PDCI-RDA et le PPACI ont, eux, décidé de marcher ensemble pour récupérer des bâtillons perdus. Des partis politiques aux idéologies diamétralement opposées pactisent pour des raisons purement et simplement électoralistes. Peut-être un jeu de dupes, peut-être pas. Quoi qu'il en soit,
Ces fragiles alliances n'ont pas fonctionné dans des circonscriptions, faute de consensus. À cela s'ajoutent les velléités de candidatures indépendantes qui viennent fausser les calculs des candidats alliés. Malgré tout, ces alliances politiques, même contre nature, sont le signe de la vitalité de la jeune démocratie ivoirienne qui, dans sa construction, a dû traverser de longues crises militaro-politiques. Et puis, ne dit-on pas que les alliances se font et se défont au gré des intérêts du moment? Tous les partis politiques prenant part à ces joutes électorales et au regard des enjeux pour le parti au pouvoir et pour l'opposition, de nombreuses surprises attendent les Ivoiriens au soir du 2 septembre. Que valent les alliances politiques? C'est le deuxième thème de ce soir. Je vais commencer par Tchédé Jean Gervais et l'honorable Kwasi, notamment. Comment se porte l'alliance PDCI-PPACI? L'alliance PDCI-PPACI se porte bien. Nous avons, depuis 2021, réussi dans certaines zones à aller ensemble et à glaner des lauriers. Cette année encore, en 2023, nous avons discuté région par région, commune par commune. Mais il faut que je rappelle le principe de départ. Le principe de départ, c'est que nous nous mettons ensemble pour gagner, parce que nous ne sommes pas des adversaires. Nous considérons que le PDCI n'est pas l'adversaire du PPACI et vice-versa. Donc notre adversaire, c'est le RHDP. Okay. Donc le travail à faire, c'est de faire en sorte que tous les sièges que le RHDP occupe, nous les récupérions l'un après l'autre. Donc là où, après discussion, on peut s'entendre, on finalise, mais là où, soit en raison des personnalités en présence, soit en raison du contexte, on n'a pas pu s'entendre, on prend acte et puis on s'en va en triangulaire. Justement, on a besoin de comprendre les zones où vous n'arrivez pas à vous entendre. Oui. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre? On prend le cas de Yopougon, il y a plusieurs zones comme ça où vous n'arrivez pas à vous entendre. D'abord, nous sommes en période électorale et un parti politique ou bien un cadre d'un parti politique pour les élections locales peut estimer qu'il présente les meilleurs atouts, il est bien placé pour gagner, mais on n'a pas dans notre accord indiqué que si on arrive à tel endroit, si on dit à telle personne de faire, il le fait, ou alors on casse tout. On ne casse pas l'alliance parce que, quelque part, on a prévu de ne pas s'entendre. Quelque part, on a prévu aussi qu'il peut arriver que les discussions piétinent ou butent sur soit les résistances internes, soit des résistances locales ou contextuelles. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, quand on fait le bilan, on a réussi à s'entendre sur près de la moitié, ce qui n'est pas mal. Parce que les Combien ambitions... de zones? Je n'ai pas le tableau sous les yeux, mais il est acté qu'un certain nombre de résultats ont été positifs, ont été obtenus, et que nous allons allègrement sur le terrain pour récupérer des mains du RHDP le pouvoir local. C'est ce que nous voulons faire. Kwasi Kwaku est jeune. Oui, merci. Comme il l'a dit, les discussions se sont assez bien passées. Il y a eu des régions, des mairies où les choses n'ont pas avancé comme s'y attendait la population, comme voulait la population. Et elle a besoin de comprendre ce soir, cette population, les raisons profondes. L'objectif normalement, quand le PDCI et le PPACI se sont mis à discuter, c'était de s'accorder partout pour pouvoir être un et puis pousser hors de course le RHDP. Mais ce sont des êtres humains, ils ont chacun a des ambitions. Il y a des endroits où le PPACI se dit majoritaire, se dit mieux connu que le PDCI. Vous pensez à Yopougon? Voilà, si vous voulez, Yopougon. Mais quand on regarde Yopougon, pour un politique, nous savons, après avoir vu tout le travail qu'a commencé le jeune Diaoufoué, depuis au moins 2 ans, sur le terrain, au contact de la population, et venir à la fin lui demander de faire la passe à quelqu'un d'autre, bon ben c'est un être humain et c'est pas facile. Moi je vais vous poser et quand c'est comme ça, la question que tous les Ivoiriens se posent, est-ce que cette alliance-là
enregistre un échec? Est-ce qu'il y a... Parce que vous avez dit, vous l'avez dit tout à l'heure, l'objectif au départ, c'était de s'entendre dans toutes les zones, partout, et ce n'est pas le cas. Ce soir, est-ce qu'on peut parler d'échec de cette alliance? Non, pas du tout. Pas du tout. La preuve, c'est que là où on ne s'est pas entendu, ça, vraiment, du point de vue du nombre, c'est quand même assez négligeable, quoi, que là où nous nous sommes entendus. Julien Geoffroy. Oui, il faut dire que les alliances politiques sont consubstantielles à la vie politique, à la vie partisane. Elles sont soit idéologiques, soit électorales. À l'observation, à l'analyse, en Côte d'Ivoire, les alliances, et surtout dans l'espèce, sont purement électorales. Et là, on voit se dégager deux camps. Opposés, antagonistes. On a l'alliance FPI, Front Populaire Ivoirien, et RHDP, Rassemblement des Oufouettistes. C'est cette alliance qu'on peut qualifier d'alliance présidentielle. Et puis, on a de l'autre côté une alliance entre le PDCI-RDA et le PPACI de Laurent Gbagbo. Et donc, on peut appeler cette alliance-là une alliance de l'opposition. Ça permet déjà de voir les enjeux politiques avant 2025. C'est-à-dire que ces élections-là vont nous permettre de voir les forces et faiblesses des uns et des autres et d'avoir une idée déjà au niveau de 2025. Deuxième chose, tout à l'heure, comme je l'ai dit, l'absence d'idéologie dans la vie politique ivoirienne fragilise notre démocratie. En ce sens que nous n'avons pas de parti idéologique. Et on nous fait croire en Côte d'Ivoire qu'on n'a pas besoin d'idéologie pour faire de la politique. Mais c'est assez grave. C'est l'idéologie qui fonde le multipartisme. C'est parce qu'on n'a pas la même manière de voir la gouvernance politique qu'on a des partis différents. S'il n'y a pas d'idéologie, on vient donc à la pensée unique. Et dans l'espèce, vous voyez ces alliances-là, regardez. Le FPI, parti de gauche, socialiste, et avec le RHDP, parti de droite, libéral. Une alliance contre nature. Deuxièmement, on a le PDCI, parti du centre-droit, donc libéral, et le PPACI, parti de gauche. Totalement opposés. C'est une alliance contre nature également? Ce sont des alliances contre nature. En Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de parti idéologique. Nous avons ce qu'on appelle en sciences politiques les partis attrape-tout. C'est-à-dire qui agissent selon la conjoncture et les exigences du temps. D'accord. Je m'inscris totalement faux. Ah oui, monsieur Geoffroy ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'idéologie en Côte d'Ivoire. Moi, je suis de gauche et je l'assume. Mais c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on ne peut pas faire une alliance tactique ou électorale avec un parti de centre-droit ou de centre-gauche. Non, c'est pas vrai du tout. C'est ce qu'il dit. Aujourd'hui, oui, mais il a tort de le dire. Il a tort de le dire. Aujourd'hui, et dans beaucoup de pays, sur ce plateau, j'ai pris souvent le cas de l'Allemagne. La coalition qui est au pouvoir aujourd'hui en Allemagne, qu'on appelle la coalition jaune-vert-rouge, avec nos camarades du SPD et les libéraux, mais on ne peut pas dire oui, il n'y a pas d'idéologie en Allemagne. Non. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est qu'effectivement, il y a, par rapport aux positions des uns et des autres, en 2020, il s'est dégagé une coalition de l'opposition, dans laquelle les soi-disant majoritaires ont exclu les autres. Qu'est-ce que vous voulez? Que ces autres-là aillent s'asseoir et regarder et pleurnicher? Non. Chacun garde, et dans l'alliance FPI, RHDP, les thèmes de l'alliance sont clairs, chaque parti garde son autonomie et sa façon de penser. Mais on peut s'entendre sur l'essentiel, à savoir la réconciliation nationale, la cohésion nationale, la stabilité de la Côte d'Ivoire et la démocratie. Donc, M. Kouaou, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'idéologie en Côte d'Ivoire. Justement, je vais vous poser la même question. Comment se porte cette alliance? Cette alliance se porte bien. FPI, nous avons fait beaucoup de listes communes, dans beaucoup de communes, dans beaucoup de régions. On peut avoir un nombre? Nous sommes avec le RHDP quasiment un peu partout. Et le président Afinguessan aura le soutien. Oui, mais le RHDP est le parti au pouvoir. La politique aussi, c'est la saine appréciation de la réalité. Aujourd'hui, il y a quelques années, quand c'était nous qui étions au pouvoir, il y a certains qui nous ont accompagnés aussi. Donc il ne faut pas avoir honte de dire, même si vous estimez que accompagner, c'est dévalorisant, mais nous, on est vraiment fiers. Oui, absolument. Il ne faut pas être complexé. Okay. Nous voulons, pour nous, c'est une façon d'abord d'être utile à notre pays, et ensuite, faire en sorte que le parti se relève. Parce que beaucoup ont souhaité que ce parti meure. Malheureusement pour eux, il y a cette alliance qui va permettre aujourd'hui un rééquilibrage. Et je suis d'accord au moins sur ça avec M. Kouaou Julien. Pour 2025, on verra.
on verra. Et je ne suis pas sûr que ceux qui se tapent aujourd'hui la poitrine soient très heureux en 2025. André Sylvain Kono, ensuite Maître Pour moi, Ben-Meïté. l'alliance entre le PDCI et le PPACI est un échec. Clairement, au départ, c'était qu'il y ait donc un modus, sinon un gentleman agreement, partout. À l'arrivée, ce n'est pas le cas. Et donc, pour moi, c'est un échec. Bien sûr, on a la liste. Pour les conseils régionaux, il y a à peu près 25 régions. Mais en réalité, c'est entre 15 et 16 parce que soit le PDCI accepte d'accompagner le PPACI dans certaines régions, dans le nord, c'est le PPACI qui accepte d'accompagner le PDCI. Donc tout le monde accompagne. Oui, chacun accompagne son ami. Ça rejoint un peu ce que Geoffroy Kwawa a dit. Ce sont des, moi, je pense que ce sont des alliances qui tournent un peu autour de l'hypocrisie et tout cela, parce que ça ne tiendra pas forcément. Quand vous prenez par exemple le cas du Moronou, où le président Afin Guessan est candidat et accompagné par le RHDP, là-bas, la formation de la liste coince parce que... Non, pas du tout. Vous n'avez pas la parole. Parce que le RHDP revendique la première vice-présidence, on va dire ça comme ça, ce que le président du FPI ne veut pas forcément. C'est la même chose dans le Haut-Sassandra où le professeur Alphonse Didier-Madi n'est pas forcément favorable pour donner la première vice-présidence. Voilà, donc c'est pas très sain. Mais voyez, j'aimerais dire que c'est tout cela justement qui crée un peu le phénomène des indépendants. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. On va aborder cela. Mais parce qu'il y a il y a un manque de démocratie en interne. Voilà. Et bon, on parlera tout à l'heure des indépendants, certainement. Maître Abdoulaye Ben-Meïté. Moi, je voudrais quand même dire que l'alliance est inhérente à la vie politique, à la vie des partis politiques. Et je voudrais encore inviter mon cher ami Kwao de quitter un peu les livres. Parce que c'est vrai, la doctrine, tout ça, c'est bien. Mais la politique a un aspect théorique, mais un grand aspect pratique. Et je pense que pour ceux qui pratiquent la politique, on sera à l'évidence que l'alliance peut être sectorielle, comme elle peut être globale. Donc, quand on parle effectivement d'un échec sur l'alliance PDCI et PPACI, ce n'est pas forcément un échec. Non, voilà. On peut avoir une alliance sectorielle, comme on peut avoir une alliance globale. De même, c'est mon opposant. De même, on peut estimer, comme dans le cas effectivement entre le RHDP, ce grand parti, mon parti, et puis le FPI. Vous savez, nous sommes dans un partenariat qui a pour corollaire s'entendre sur un minimum par rapport effectivement à l'activité électorale, comme c'est le cas actuellement. Donc, grosso modo, moi, ce que je peux dire, effectivement, que ça dénote du dynamisme politique et que les questions d'idéologie, nous sommes en matière, effectivement, de développement, donc de gestion communale. Vous savez, dans un programme de gestion, il peut s'avérer qu'un candidat peut avoir une belle perception d'une situation donnée, ce qui n'est pas le cas pour l'autre, mais qui a aussi, effectivement, des avantages. Mais quand les deux se mettent ensemble, ils peuvent assurer une dynamique dans tous les cas, les élections locales, en principe, c'est pour le développement de nos régions. En principe. En principe. Merci, donc, quand on y va, on sera à l'évidence que souvent les alliances sont utiles, qui permettent en même temps de calmer le jeu. Aujourd'hui, vous avez le Moronou, et je voudrais saluer cette belle vision de mon parti, et en même temps saluer notre partenaire, le président Afin Guessan et le FPI. Parce que cette dynamique permet, justement, de créer davantage de quiétude dans le Moronou, de sorte à assurer le développement de nos concitoyens dans cette région. Et je voudrais encourager ces genres de formations. D'accord. Parce qu'en fine, ce qu'on retient, c'est que malgré toutes ces alliances, Myopogon, c'est déjà bon pour le RHDP, comme partout ailleurs déjà. Je vous remercie. Ça, c'est vous qui me dites. Et si CNS nous appelle de Cocody, bonsoir. Pour vous, ces alliances-là sont hypocrites. Oui. Bonsoir, messieurs les invités. Allô? On vous entend parfaitement, allez-y. D'accord.
avant même d'aborder ce pourquoi j'ai appelé, je voudrais quand même que les invités sur le plateau fassent un peu preuve de courtoisie quand ils s'adressent les uns aux autres. Par exemple, quand le représentant du RHDP traite le journaliste de journaleux, je pense que c'est pas très élégant et que c'est pas très élégant en fait. Allez-y sur le point de votre appel. Voilà. Maintenant, pour les alliances, je pense que c'est de la pure hypocrisie. Je dirais même que ce sont des amusements du quartier. Parce que quand monsieur Guillaume dit on nous a laissé, c'est-à-dire et on va se retrouver chez nous. Bon, c'est la femme frustrée qui va courir dans les bras du premier venu. Ben, voilà. Vous voyez qu'il n'y a pas de base idéologique et c'est pas bon pour la jeunesse qui vous suit. Quand le PDC... Quelle est votre idéologie? Gâteau, s'il vous plaît, laissez le thème. Pardon? Quelle est votre idéologie? On avait laissé le représentant du PPACI et celui du PDCI aller un peu plus loin. Ils allaient étaler leurs divergences sur le plateau ici. Et pourtant, ils disent qu'ils sont alliés. Messieurs, vous n'avez pas le droit de servir cette hypocrisie-là à la jeunesse qui croit encore à la politique ivoirienne. C'était là mon intervention. Tu es déjà Jean Gervais. Merci. Bon, alors, sur la question des alliances, je reviens encore pour dire que quand on se met ensemble, c'est par rapport à un objectif ponctuel. J'ai entendu ici qu'il n'y a pas d'idéologie et tout ça. Je rappelle qu'en 1994, le FPI, le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, s'est allié avec le RDR de Denis Kobina dans le cadre du Front républicain. Et c'est après le boycott actif de 1995 qu'en 1996, on s'est séparés. 1996, on s'est séparés. Lorsque le FPI de Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir en 2000, bien qu'ayant marché pendant un moment avec le RDR, ça ne l'a pas empêché de tenter d'appliquer son programme idéologique qui est de la refondation jusqu'à ce qu'intervienne tout ce que tout le monde sait. Je vais donc dire que lorsqu'on se met ensemble, en tout cas pour ce qui nous concerne, le président Laurent Gbagbo et son parti, c'est d'abord qu'est-ce qu'on peut faire pour la Côte d'Ivoire ensemble avant d'aller au manichéisme idéologique. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour la Côte d'Ivoire? En 1994, on avait décidé de travailler à ce que le multipartisme soit une vraie démocratie en Côte d'Ivoire avec Denis Kobina. Et puis, on a marché un peu ensemble. Aujourd'hui, pour développer nos villes, nos communes, nos régions, soit les états-majors des partis politiques discutent des principes de partage, soit les cadres, à la base, s'entendent pour gérer. Ici, à Abidjan, au niveau du PDCI et du PPACI, on ne s'est pas entendu à Yopougon et dans les 10 communes. Mais au moment où je vous parle, alors que le résultat définitif a été acté et qu'on a décidé d'aller en campagne, il y a des communes d'Abidjan où les cadres du PPACI et du PDCI se sont mis d'accord pour faire des listes communes, bien qu'ayant constaté l'échec dans la négociation dans leur commune. Okay. Donc, il ne s'agit pas d'hypocrisie. On est hypocrite lorsqu'on avait signé quelque chose au départ et qu'à l'arrivée, on change. Ce qu'on a promis aux Ivoiriens, c'est de travailler ensemble, PDCI et PPACI, pour que progressivement, on aille à la réconciliation et à la normalisation. On y travaille. On y travaille et on ne veut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain, parce que quelques échecs ont été constatés dans les négociations. Ce que les Ivoiriens entendent de nous, du président Laurent Gbagbo et du président Bédié, c'est de travailler ensemble pour que progressivement, on récupère la Côte d'Ivoire et qu'on la restaure. C'est de ça qu'il s'agit. Geoffroy Julien Kwao. Oui, il faut d'abord la théorie avant de passer à la pratique. La réflexion précède l'action. Nous sommes des hommes, c'est ce qui nous diffère de l'animal. Karl Jasper dit que l'homme est double. Il est esprit et corps. Il est pensée et matière. Donc on ne peut pas agir sans préalablement penser. Le problème, c'est que, Maître Meïté, quand vous parlez de pragmatisme politique, en faisant référence à la fameuse phrase de Félix Faure-Boigny, la politique, c'est la saine appréciation de la réalité des choses, mais c'est ça qui vous amène à l'impolitique. À l'impolitique. C'est pourquoi depuis 30 ans, nous vivons les mêmes problèmes, les mêmes incohérences, les mêmes crises. Tout à l'heure, le législateur nous rappelait le Front républicain, mais ça a commencé par là, l'impolitique. Et aujourd'hui, ça continue. À cette allure, je ne serais pas étonné qu'avant 2025, il y ait une alliance entre le RHDP et le PPACI, c'est-à-dire une alliance entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara.
Oui, mais M. Tchédé qui prend la parole rapidement. Il dit que le FPI a fait une alliance avec Djini Kobena. Bon, quand même, tout le monde savait qu'Alassane Ouattara était le vrai patron du RD. Il ne faut pas aujourd'hui essayer d'arranger l'histoire. Et puis, M. Tchédé dit qu'on s'est séparés en 1996, mais ce n'est pas tout à fait exact. Puisque le FPI et le RD ont continué de travailler pour réclamer le bulletin unique, pour réclamer le vote à 18 ans, pour tout ça dans la rue jusqu'en 1999. La séparation elle était venue réellement après le coup d'État de Jules Gueye. C'est ça qui est la réalité. Faut pas. C'est pas ça l'objet du débat. Ce qu'il faut retenir, c'est que, contrairement à ce que a dit M. Kouaou, chacun a son idéologie. Et le pragmatisme politique n'est pas une hérésie. Dans la vie, il faut être pragmatique. Entre les théories, parfois inutiles, et la réalité, mais il faut être pragmatique. Si vous n'êtes pas pragmatique, c'est qu'il y a un problème. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas condamner les partis politiques parce qu'ils sont pragmatiques. Le problème, c'est que... S'il vous plaît, s'il vous plaît, n'apporte pas le progrès politique. La vie d'un pays, c'est pas 30 ans. Monsieur, on va pas se comprendre. Julien Kouaou, vos alliances en 2025 vont nous produire encore une crise électorale. Vous faites de la fiction. En 2020. Mais monsieur, finalement, qui on écoute? Vous faites de la fiction. Qui on écoute? En 2020, les PDC se sont réunis. Monsieur, on a besoin de se comprendre. S'il vous plaît, parlez l'un après l'autre. Vos alliances ne conduisent pas à D'accord, je suis d'accord. Laissez-le, allez-y. Oui, donc, M. Kouaou, ce n'est pas un client fort que vous allez nous imposer votre point de vue. Allez-y. Voilà. La vie d'un pays ne se résume pas à 30 ans. C'est vrai que notre démocratie a besoin d'être renforcée, d'être construite. C'est le travail de chaque jour. Et les hommes politiques doivent faire en sorte que l'intérêt national prévale. Aujourd'hui, si nous estimons que c'est une alliance avec le RHDP qui garantit la stabilité, qui garantit contre ceux qui veulent récupérer le pays, bon, c'est notre droit. D'accord, Guillaume Baton, on a bien noté. Vous ne pouvez pas nous dénier ce droit. Je rappelle qu'il reste... Monsieur Kouaou, vous n'avez pas la parole. Non, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. André-Sylvain Conan, il ne nous reste que 5 minutes pour terminer cette émission. Guillaume Baton, laissez la parole à André-Sylvain Conan. Nos principes sont à géométrie variable. Les mêmes personnes qui disent aujourd'hui que ces alliances sont bonnes sont ceux qui, hier, disaient encore des autres alliances qu'elles étaient des alliances de contre-nature. Donc, ces principes à géométrie variable empoisonnent la vie politique. Mais j'aimerais revenir sur la question des indépendants. Vous voyez, c'est aussi un avatar, justement, de la gouvernance en interne des partis politiques qui n'est pas forcément au top. Vous prenez par exemple le PDC à Cocody, mais le PDC a été incapable durant des mois, alors que la direction savait très bien que deux candidats, Yasmina Ouenien et Jean-Marc Diassé, disait qu'ils seraient candidats, la direction du PDC a été incapable de les réconcilier. La direction du PDC a été incapable de réconcilier Alain Adja à Port-Boué avec le maire Sylvestre Raymond. Il y a un problème de gouvernance interne. Mais quand vous prenez par exemple au niveau du RHDP, il y a aussi des principes à géométrie variable. Hier, on était d'accord qu'il y ait donc des indépendants parce que c'était le dynamisme de la démocratie. Aujourd'hui, les indépendants sont coulés au pilori. Mais quand vous regardez très bien au niveau des indépendants du RHDP, en réalité, certains sont encouragés en interne. Oui, bien sûr. Par des cadres du RHDP. Vous prenez par exemple le cas du Gontougo, où l'ancien secrétaire d'État Siaka Ouattara, ancien secrétaire, donc membre du gouvernement, et candidat indépendant face au ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani. Siaka Ouattara n'est pas n'importe qui, il est vice-président de l'Union du Grand Nord UGN, il est député, il est secrétaire départemental du RHDP. Quand vous prenez par exemple dans la région du ministre Bruno Koné, voilà, donc même au niveau du RHDP, en interne, les gens manœuvrent pour fragiliser d'autres. La gouvernance en interne des partis politiques. D'accord. Maître Aboulaye Ben Meïté, voilà. sachant qu'on n'a plus de temps, sur
l'intervenant de tout à l'heure qui m'a interpellé relativement à la courtoisie. Je voulais les rassurer pour dire que je prends bon note de ce qu'il a dit. Mon attitude ne visait pas effectivement à faire preuve de discourtoisie, mais à dire les choses telles que c'est. Non. Parce que fondamentalement, vous savez, dans un débat, il y a des règles, et en même temps, dans une corporation, il y a une éthique. Et lorsque vous vous comportez à l'encontre de l'éthique de la profession que vous dites avoir embrassée, vous ne vous mettez qu'en marge de cette profession-là. On ne va pas faire le débat. Ok, allez-y. Alors, secondo, ce que je voudrais dire, c'est que, relativement aux idéologies, et je suis très heureux que mon frère Kwao puisse effectivement donner cette vision théorique que j'aime bien, mais la question que je me pose, vous savez que nous sommes deux amoureux des idées politiques, alors est-ce que fondamentalement, l'idéologie, qu'en reste-t-il? Ça peut être un débat, parce qu'on a vu dans ce pays où, par exemple, on a vu des hommes de gauche durs avoir des attitudes de nationalistes, fascisantes. Nous avons vu en Côte d'Ivoire ici. Nous avons vu un parti politique de gauche dure, comme effectivement le FPI d'antan, qui est aujourd'hui vidé, n'est-ce pas, pour laisser de l'enveloppe raisonnable, au détriment effectivement de l'enveloppe dure, donc nationaliste, fascisante. Alors même et surtout que l'idéologie de gauche voudrait qu'on essaie d'inviter les peuples à fraterniser. Vous voyez que la question que je me pose, qu'en reste-t-il de l'idéologie? Mais en ce qui nous concerne, nous sommes des libéraux. Nous n'avons pas renoncé effectivement à cette doctrine libérale, à cette idéologie libérale. C'est pour ça que je voulais inviter tous les Ivoiriens. Vous avez renoncé. Vous avez le monopole, la CEI. Je vais laissez-le terminer. Le libéralisme, c'est la liberté. Je vais terminer. D'accord, laissez-le terminer. Je vais terminer. Et aujourd'hui, avec l'éclosion des privés qui s'installent, qui contribuent largement à l'économie de la Côte d'Ivoire, au budget ivoirien, je peux dire effectivement que nous sommes conformes à notre idéologie. Mais au-delà de tout, parlons des indépendants. Relativement au parti, c'est regrettable, c'est dommage. Et pour moi, par principe, être indépendant dans un parti politique, je note pour moi que ça fait preuve d'irresponsabilité. Pour moi, quand je ne suis pas d'accord, je quitte et je me comporte. Parce que ça relève pour moi de l'escroquerie politique. Absolument. On ne peut pas dire appartenir à un parti politique et puis ramener à contre-courant des règles ou du moins des principes qui ont été arrêtés par le parti. Même quand on estime que ces règles n'ont pas été correctement édictées, on dénonce. Lorsqu'on est mis en minorité, je pense que le RDR l'a fait au PDCI. Quand on n'était pas d'accord, on a dit non, on est sorti et on a crié. Pour moi, lorsqu'on dit qu'on est indépendant, on ne peut pas rester dans le noyau et puis être actif. Ce n'est pas correct. Julien Kwao, rapidement. Oui, je pense que relativement aux indépendants, vous savez, quand nous sommes dans une démocratie, l'élection par définition est concurrentielle. Elle est plurielle, à l'interne et à l'externe. À l'interne, c'est au sein du parti politique et à l'externe, c'est entre les partis politiques. Et je pense que pour résoudre cette question des indépendants, parce que dans tout parti politique, il y a des tendances. Ce n'est pas parce qu'on est dans un même parti politique qu'on a la même vision du monde. La différence n'est pas de nature, mais elle est de degré, nuance. Et pour partager cette différence de degré, on a recours aux primaires. Lorsque deux candidats, prenons par exemple Adjamé, nous avons le PDCI-RDA, qui a par exemple deux prétendants pour briguer la mairie, la commune d'Adjamé. Que fait le parti? Le parti organise des primaires. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que nos partis sont des blocs monolithiques qui sont hostiles à la démocratie. À l'interne, on a un gourou qui est le chef, qui a la pensée infuse, qui sait tout, qui est omnipotent, omniprésent. C'est un Dieu vivant. Lorsqu'il dit quelque chose, personne ne peut remettre cela en cause, de sorte qu'à l'interne des partis politiques, il n'existe pas de démocratie. Okay. Et quand ils arrivent au pouvoir, ils imposent cette non-démocratie à la nation avec une vision de pensée unique. D'accord. Le temps est passé sur cette question. Cette émission arrive à son terme. 30 secondes. Il a bien raison. Okay. Mais nous, au RHDP, pour l'heure, nous sommes en train de travailler à identifier nos militants. Parce que pour aller aux primaires, il faut que les militants d'abord soient identifiés. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un grand processus d'identification des militants du parti. Une fois cette procédure terminée, je pense qu'effectivement, on pourrait aller dans ce que vous avez dit, mais en tout tas de causes. Tous les partis politiques sont gouvernés par des textes. Et quand vous avez ces textes, c'est d'une modalité. Aller aux primaires est une modalité. Vous savez que les choix, pour être député, un parti peut décider effectivement à ce que vous soyez le candidat pour tel
combat possible. Moi, je pense que vous êtes le plus aimé de la localité. Vous voyez, il y a des choix qui sont faits. Ça, c'est la réalité politique. Donc, en définitive, ce que je voudrais demander aux militants des partis politiques, c'est de s'assumer. Quand on n'est pas d'accord, on ne prend pas effectivement l'image d'un parti politique, on n'essaie pas de manipuler les militants, les opposer et fragiliser le parti. Moi, il faut s'assumer. Jean Gervais. Oui, merci beaucoup, madame. Je voudrais tout de suite dire qu'avec votre permission, Maître Béité retire maintenant l'accusation de fascisante qu'il veut donner au FPI, enfin au PPACI de Laurent Gbagbo. Vous pouvez voler en juste noces avec Afi Nguessan, vous avez le droit. Mais de là à nous traiter de franges fascisantes, je pense que c'est chasser le naturel et revient au galop. Vous venez à peine de vous excuser d'avoir insulté André Sylvain Kona et dans la seconde d'après, vous vous en prenez à un parti politique qui a montré tout au long de son parcours qu'il n'a jamais pris les armes pour défigurer son propre pays, qui n'a jamais tué quelqu'un et qui n'a jamais joué au football avec la tête d'un enfant, pour dire que nous sommes des fascisants. Alors ça, je ne peux pas accepter cela et je tiens à ce qu'il retire ça immédiatement. Par contre, par rapport aux indépendants, où je le rejoins, c'est qu'un parti politique, c'est comme une armée. Une armée, la meilleure armée du monde, ce n'est pas celle qui a les meilleures armes, mais c'est celle qui a la meilleure discipline. Vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord dans un débat en interne. Mais chez nous, parti de gauche, je pense que Guillaume ici peut... C'est la primauté du groupe sur l'individu. Voilà. Les décisions sont prises à la suite d'un large débat démocratique. Une fois que le débat est fini, vous avez été mis en minorité, vous êtes en minorité. Et soit vous quittez le parti, soit vous vous alignez sur la décision du parti et vous soutenez le candidat que le parti a choisi, même si vous ne l'aimez pas. D'accord. Donc voilà pour ce qui est des indépendants. Rapidement. OK. Je voudrais sauter sur ce qu'a dit M. André Sylvain Kona. Sans refaire le débat. Non, pas du tout. En parlant du fait qu'au sein du PDCI, par rapport aux indépendants, le président Bédié, ou bien au sein du PDCI, on n'a pas pu trancher. Je voudrais lui dire qu'il y a eu des conciliabules, des discussions à un très haut niveau. Et il y a eu certains indépendants déclarés au départ qui se sont ralliés. Pourquoi à Cocody, ça n'a pas marché, rapidement? Pardon? Pourquoi à Cocody, ça n'a pas marché? Parce que le RHDP doit Pourquoi venir. à Cocody, oui, à Cocody, ça n'a pas marché, c'est ce que je dis. Mais au sein d'un parti politique, c'est la démocratie. Il y a certains qui se disent qu'ils peuvent aller jusqu'au bout et gagner. D'accord. Et c'est pour cela que je suis d'accord avec le collègue Assalé Tiemoko qui a fait une proposition de loi par rapport aux indépendants. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter qu'il y ait des indépendants dans les partis politiques? Mais comme l'ensemble de tous les projets de loi qui montent, jusqu'alors, rien. Aucune réponse à cet important projet de loi. Et on voit le parti au pouvoir qui se plaint des indépendants et pourtant il a un projet de loi dans son tiroir. D'accord, merci messieurs, merci. Une proposition de loi dans son tiroir. Merci pour vos avis, merci d'avoir accepté l'invitation de NCI. Nous sommes donc à la fin de cette émission et le temps n'est jamais suffisant sur ce plateau de NCI 360. Merci s'il vous plaît à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Le dimanche prochain, vous serez avec Ali Diarasouba. Le NCI News, demain, sera l'affaire de Mélina Makissi. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de ceux qui comptent pour vous et de vos rêves. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Il faut retirer le mot. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous a été présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien.